Mon grand-père disait que c'était l'une des visions les plus horribles qu'il ait jamais vues. Armes et matériel éparpillés partout. Une pirogue vide encore dans l'ombre. Des corps à moitié dévorés parmi les herbes hautes, pendant que les mouches bourdonnaient au-dessus du carnage. Des membres manquants, des corps éventrés, la botte d'un homme encore debout et lacé comme arraché sur place. Et c'était le genre de massacre qu'aucun couteau ni aucune arme à feu ne pouvait produire. Si c'était un alligator qui avait fait ça, il devait être anormalement gros et anormalement rapide pour sa taille. Il y a très longtemps, au début des années 30, mon grand-père chassait les alligators dans les bayous de Louisiane. Mon grand-père, ainsi que mes 4 grandes-tantes et grands-oncles, a grandi dans la misère, dans la petite ville de Rosedale, près de la rivière Atchafalaya et des bayous où elle se jetait. Les temps étaient durs, même avant la Grande Dépression, mais après le crash de Wall Street, l'argent est devenu encore plus difficile à gagner. On pouvait essayer de pêcher des crevettes ou du poisson, mais comme la plupart des gens ne pouvaient plus se permettre ce genre de luxe, le marché des fruits de mer a pris un grand coup. Les conserves basiques, comme le poisson en boîte ou les huîtres, se vendaient encore, mais les conserveries n'avaient besoin que d'un certain nombre d'ouvriers. C'était pareil pour les équipes de bûcherons. Les emplois dans la construction ont quasiment disparu une fois la dépression bien entamée, et la demande en bois a chuté elle aussi. Du coup, des honnêtes travailleurs comme mon grand-père se retrouvèrent avec de moins en moins d'options. Il y avait de l'argent à se faire en vendant du moonshine, mais avec la prohibition en vigueur jusqu'en 1933, c'était encore un business risqué, à l'époque où mon grand-père avait besoin de boulot. Si les agents du fisc ne vous attrapaient pas, un distillateur concurrent s'en chargerait sûrement, parce qu'il n'y avait pas vraiment de concurrence amicale quand il s'agissait de vendre de l'agnole. Pourtant, si on était assez désespéré, ou assez fou, il y avait une autre façon de gagner de l'argent à l'époque. Une façon qui rapportait beaucoup, et qui permettait en même temps de mettre de la nourriture sur la table, la chasse aux alligators. Le bayou autour de Rosedale est un vrai labyrinthe de cyprès et de gommiers noirs, avec des chenaux étroits entre de petites bandes de terre qu'on appelle des hamacs ou îlots habitables. Il y a par endroits des étendues d'eau plus ouvertes, mais les alligators prospèrent dans ces labyrinthes infestés de moustiques, parfois si denses que presque aucun rayon de soleil n'atteint la boue et l'eau trouble en dessous. Et là, s'ils mangent suffisamment, les alligators peuvent passer de 90 cm à 3,60 m en à peine 5 ou 6 ans. Plus ils grossissent et deviennent puissants, plus ils deviennent dangereux et mortels. Les trappeurs d'alligators devaient connaître le terrain sur le bout des doigts, s'ils voulaient naviguer en sécurité dans les marais et en ressortir vivants. Beaucoup de gens gagnaient leur vie comme ça, en guidant chasseurs ou trappeurs dans les parties les plus profondes du bayou, là où vivaient les plus vieux et les plus gros alligators. Il fallait savoir où ils nichaient, où ils se prélassaient au soleil et où ils se déplaçaient quand les pluies ou les marées montaient. Mais si on savait y faire, on pouvait gagner une fortune à l'époque. Une équipe expérimentée qui travaillait de l'aube au crépuscule pouvait ramener 2, 3, voire 4 alligators. Avec des peaux de bonne qualité qui se vendaient 3 ou 4 $ pièce, une équipe de 5 pouvait espérer rapporter assez d'argent et de nourriture pour faire tenir leur famille une semaine. Et ça, pour une seule journée de boulot. Ce n'était pas seulement les peaux qui étaient recherchées. Si on salait la viande d'alligator, on pouvait la conserver longtemps ou la vendre tout en gardant les morceaux frais pour soi. Mon grand-père disait aussi qu'il y avait une Mambo, une prêtresse vaudou près de Mad Point, qui payait bien les dents et les griffes d'alligator, pour ses rituels de magie noire. Vu à quel point c'était lucratif, on comprend aisément pourquoi la chasse aux alligators attirait tant d'amateurs, surtout une fois que l'économie s'est vraiment effondrée. Mais c'était un boulot très dangereux. Évidemment, la première année après le crash, des dizaines de jeunes hommes entreprenants mais inexpérimentés se sont aventurés dans les parties les plus profondes et les plus sombres du bayou, espérant gagner leur vie, mais n'y ont trouvé rien d'autre que la mort.
La méthode la plus sûre pour attraper un alligator était de le piéger, soi-disant. Un trappeur appâtait un hameçon massif en fer ou en acier avec un gros morceau de viande. Plus elle était pourrie, mieux c'était. Et l'accrochait à une branche avec une corde, comme à la pêche. Mon grand-père disait que ça pouvait être terriblement efficace, quand ça fonctionnait. Les alligators étaient tout aussi capables de bondir hors de l'eau et d'arracher la viande sans se faire embrocher. Et quant aux pièges à mâchoire en acier que certains utilisaient, tout le monde ne pouvait pas se les payer. Du coup, la plupart des novices s'enfonçaient simplement dans les marais avec un fusil ou une carabine en croisant les doigts. Mais peu revenaient. C'était pareil pour les équipages entiers qui partaient en pirogue au milieu de la nuit. Ils emmenaient des lanternes à huile et quand ils les levaient bien haut, ils voyaient le reflet révélateur des yeux d'alligator. Ça devait être une méthode facile pour les repérer. Mais avec tout ce bruit d'éclaboussure et tout ce sang dans l'eau, souvent, c'était le chasseur qui devenait la proie. Engagez-vous dans les mauvaises eaux et un alligator en colère pouvait casser une pirogue en deux ou traîner un homme sous l'eau pour le noyer avant même que ses amis ne réalisent ce qui se passait. Se faire mordre là-bas pouvait aussi être fatal, comme dans le cas d'un chasseur, seul survivant de son groupe. Les alligators avaient déchiqueté sa pirogue et dévoré ses amis. Et bien qu'il avait réussi à s'échapper, il avait pataugé toute la nuit dans l'eau puante du marais pour rentrer chez lui. Les gens du coin étaient dévastés d'avoir perdu des proches, mais ils trouvèrent un peu de réconfort en voyant un survivant rentrer. Pourtant, il ne survécut pas plus d'une semaine. Toute cette eau infectée avait pénétré sa morsure à la jambe, et il avait vite attrapé une infection. Sa famille avait fait venir un docteur depuis Bâton Rouge, mais avant l'ère des antibiotiques, il n'y avait rien à faire. Il était mort en quelques jours. Et quand il fut enterré, ils descendirent 3 cercueils vides dans la terre, juste à côté de lui, un pour chacun de ses amis disparus. Les nouvelles de mort dans les marais se répandaient comme une traînée de poudre dans la paroisse, mais ça n'arrêtait personne d'aller chasser l'alligator. Ça a empiré au point que des gens ont commencé à gagner de l'argent en rapportant les effets personnels des disparus, quand ils tombaient sur une pirogue échouée ou un camp abandonné. C'est à peu près à ce moment-là que le shérif de la paroisse a décidé de mettre le holà à tout ça. Lui et ses adjoints ont commencé à sévir contre quiconque chassait ou piégeait sans licence. Mais comme les licences coûtaient $5 et pouvaient prendre des semaines à obtenir, la répression n'a pas stoppé le flot constant de désespérés et de condamnés. Mon grand-père avait la chance d'avoir une licence, comme une poignée d'autres habitants de Rosedale. Même s'il y avait parfois une concurrence féroce entre les équipes, leurs rivaux étaient pour la plupart amicaux. Ils se retrouvaient tous pour boire, fumer et échanger des histoires dans un endroit qu'ils appelaient le Blind Tiger. Ce n'était même pas son vrai nom. Beaucoup de bars clandestins s'appelaient Tigre Aveugle à l'époque, à cause d'une vieille combine bien connue. Le patron faisait payer 10 cents aux clients pour venir voir un tigre aveugle, alors qu'en réalité il n'y avait pas de tigre du tout. C'était juste un prétexte pour leur servir un verre de Gnolan douce. Souvenez-vous, la prohibition, tout ça. Bref, beaucoup de trappeurs et de chasseurs de Rosedale se retrouvaient dans ce bar, dans les bois près de Hunter's Run. Et ils n'avaient besoin d'aucun prétexte pour se saouler et faire griller de la viande d'alligator. Mais le vrai avantage d'aller là-bas, c'était les astuces, les conseils et les leçons qu'on apprenait des autres chasseurs. Mon grand-père et ses potes de chasse, Charlie et Whit, passaient tous les soirs au Blind Tiger, parfois juste pour avoir des infos sur les bons coins de chasse dans la semaine. Il disait qu'il entendait de sacrées rumeurs bien fantaisistes dans ce bar. Mais à l'été 1931, mon grand-père a entendu une rumeur qui a volé la vedette à toutes les autres. Il y avait un gars, Petit John Guidry, un chasseur d'alligators qui chapeautait une équipe de 4. Il racontait à tout le monde présent un récent voyage dans les recoins les plus profonds du bayou Chine. Ils cherchaient les plus gros alligators possibles quand, soudain, ils ont vu un énorme alligator blanc comme l'albâtre, en train de se prélasser sur un îlot étroit. Leur pirogue était pleine de prises ce matin-là, donc il n'y avait pas de place pour une proie supplémentaire. Mais même s'ils en avaient eu, ça aurait demandé un sacré boulot pour hisser ce monstre dans une embarcation. Guidry disait que, de la tête à la queue,
cet alligator albinos devait faire au moins 6 mètres, ce qui signifiait que la bête trimballait environ 900 kg de viande et de peau. Mais presque aussitôt qu'il l'avait vu, il avait glissé dans l'eau et disparu. Les 3 camarades de chasse de Guidry ont confirmé son histoire. Mon grand-père aurait pu traiter Petit John de menteur, mais accuser toute son équipe aurait été carrément stupide. Pourtant, Guidry et ses gars voyaient bien le scepticisme sur les visages de ceux qui écoutaient. Le doute de leurs collègues ne semblait pas les déranger, parce qu'ils affirmaient que leurs détracteurs feraient une drôle de tête une fois qu'ils auraient ramené cette bête chez eux. Avec une peau de cette taille et d'une couleur aussi rare, ils pourraient s'offrir une semaine entière de vie facile rien qu'avec la vente. Et donc, nuit après nuit, ils repartaient à la recherche de ce qu'ils appelaient maintenant le vieux rouge-œil. Puis un matin, la femme de Petit John Guidry s'est réveillée et a vu que son mari n'était pas rentré. Ce n'était pas totalement inhabituel que des chasseurs campent dehors avec leur prise, surtout si les marées changeaient ou si la pluie tombait. Mais quand le soleil s'est couché et que l'équipe de Petit John n'était toujours pas ressortie des marais, les gens ont commencé à s'inquiéter. Mon grand-père disait que la femme de Petit John a débarqué au bar ce soir-là et a exigé de savoir pourquoi les autres chasseurs et trappeurs n'étaient pas dehors à le chercher. Le shérif et ses adjoints étaient partis à sa recherche, mais ils ne connaissaient pas les marais aussi bien que des gens comme mon grand-père et ses amis. Petit John pouvait être là dehors, grièvement blessé, abrité dans les débris de sa pirogue pendant que des alligators affamés tournaient autour de lui. Et les seules personnes capables de l'aider étaient mon grand-père et ses camarades chasseurs. Mon grand-père disait que plus il y pensait, plus les paroles de Madame Guidry faisaient sens. Il s'imaginait coincé là, dehors, en train de se vider de son sang pendant que les alligators se rapprochaient, et il se demandait combien il prierait pour que quelqu'un de la ville vienne le chercher. Ça ne lui semblait pas juste de retourner dans les marais sans chercher Petit John et ses gars, même si ce n'était que pour ramener ce qu'il en restait. Du coup, un jour, mon grand-père a retrouvé Charlie et Whit au Blind Tiger et leur a proposé un plan. Ils iraient plus profond dans les marais, plus qu'ils ne l'avaient jamais fait, pour ramener des alligators et peut-être, juste peut-être, ramener Petit John Guidry avec eux. Mon grand-père et ses potes avaient cependant 2 gros problèmes. D'abord, s'enfoncer aussi loin dans les marais impliquait de passer la nuit quelque part, et c'était dans le noir que les chasseurs avaient le plus à craindre. Ensuite, ils avaient besoin de l'aide d'1 ou 2 autres équipes pour couvrir tout le terrain nécessaire. Mon grand-père a dit à Charlie et Whit d'aller chercher les provisions pour ce long voyage dans le bayou, pendant que lui allait recruter d'autres équipes. Mais presque tout le monde qui l'a approché le prenait pour un fou. Même si c'était triste que Petit John Guidry ait disparu, et même si tout le monde compatissait avec sa femme et ses enfants, c'était sa faute pour être allé trop loin dans le bayou à la recherche d'un alligator blanc géant qui existait peut-être ou pas. Si une douzaine d'autres chasseurs y allaient pour le chercher, dans des endroits où les humains n'avaient rien à faire, le résultat le plus probable serait que d'autres familles finiraient en deuil. Comme Icare, Petit John avait volé trop près du soleil et s'était brûlé le derche. Personne d'autre n'était à blâmer. Mon grand-père disait qu'il ne pouvait pas leur en vouloir de penser ça. Il était même d'accord dans une certaine mesure, mais il y avait toujours cette petite voix dans sa tête qui lui disait qu'il devait faire quelque chose. Il m'a dit qu'il pensait que cette voix était en fait Jésus, parce qu'il savait parfaitement à quel point l'idée était folle, mais qu'il voulait la réaliser quand même. Pourtant, par chance, une autre équipe a accepté. Gaston Depris, ou Gator pour les intimes, était l'un des meilleurs chasseurs et trappeurs de toute la paroisse. Mais ce n'était un secret pour personne qu'il était amoureux de la belle-sœur de Petit John, une fille nommée Eulalie Badru. Mon grand-père disait qu'il fallait le convaincre un peu, mais qu'à la fin, il accepta. Une fois qu'ils avaient rassemblé leurs hommes et leur matériel, les 7 chasseurs partirent en pirogue vers le bayou Chine. Mon grand-père disait que le premier jour avait été calme. Ils devaient garder les yeux grands ouverts, à l'affût de toute trace de Petit John et de ses gars, et ils avaient 22 km de rivière à couvrir avant d'atteindre le bayou. Il disait que c'était très étrange là-bas ce matin-là. Le seul bruit, c'était le ronronnement des petits moteurs de leur pirogue pendant qu'ils glissaient sur l'eau. L'eau était noire comme du pétrole,
les cyprès pointaient hors de la surface et les oiseaux hurlaient comme des esprits errants. On pouvait repérer une bûche à moitié immergée, flottant un peu trop immobile, jusqu'à réaliser que ce n'était pas une bûche du tout, juste un autre alligator attendant patiemment son prochain repas. Ça pouvait devenir très flippant quand tout était calme et immobile de la sorte. Pourtant, voilà que mon grand-père s'enfonçait dans les parties les plus profondes et sombres du bayou. Les 2 équipes de recherche arrivèrent au bayou Shin en début d'après-midi. C'est là que Petit John prétendait avoir vu son alligator géant. Donc les 2 équipes pensèrent que c'était un bon endroit pour commencer les recherches. Ils se mirent d'accord pour se retrouver le lendemain matin sur le cours principal de la rivière Atchafalaya. Mais d'ici là, ils allaient se séparer et remonter les chenaux étroits en pirogue, à la recherche de toute trace de Petit John, de ses gars ou des restes de toute autre pauvre âme disparue ces derniers mois. Pour naviguer en sécurité dans ces chenaux beaucoup plus étroits, mon grand-père et ses amis, Charlie et Whit, éteignirent leur moteur et passèrent aux rames, pagayant d'un bout à l'autre jusqu'à ce que leurs bras leur fassent mal. Ils virent plein d'alligators, des rats des marais et des tortues serpents, mais aucune trace de Petit John ou de son équipe. Ils cherchèrent tout l'après-midi et jusque tard dans la soirée. Puis quand la lumière commença à baisser, mon grand-père et ses 2 amis cherchèrent un îlot sec pour camper. Ils continuèrent à remonter et à descendre les chenaux tandis que le bayou s'assombrissait de minute en minute, jusqu'à ce qu'ils ne naviguent plus qu'à la lumière de leur lanterne à huile et de la lune. Mon grand-père disait que ce genre de navigation était très dangereux, surtout parce que le risque de casser sa pirogue était beaucoup plus élevé. Et si on cassait sa pirogue loin dans les marais profonds, on était dans la merde, même si on nageait bien. Avec ça en tête, il pagayait très lentement, Charlie à l'avant, la lanterne levée pour le guider dans le noir. Il ne pouvait pas la tenir trop en amont, sinon il risquait de se faire arracher le bras par un alligator. Et il savait qu'ils étaient entourés. Il voyait tous ses yeux refléter la lueur orange de leur lanterne. Mon grand-père disait toujours que c'était la pire partie quand on pagayait dans les marais la nuit. Voir tout ce qui vous dévisageait en retour. Même si je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux, rien que d'y penser me file des frissons. Après avoir cherché un moment un endroit où camper, mon grand-père disait qu'ils commencèrent à voir, au loin, des lumières. Ils pensèrent qu'ils étaient peut-être tombés sur le camp de Gator de Prix et de ses gars. Mais en s'approchant, ils réalisèrent que quelqu'un avait construit une sorte de structure, là, au milieu des marais. Ils pagayèrent plus près, sans savoir à quoi s'attendre. Et soudain, mon grand-père vit une grande croix noire peinte sur fond blanc. C'était une église, dressée sur un îlot. L'arrière sur la terre ferme, la façade juste au bord de l'eau. Et il y avait un silence de mort. Mon grand-père et ses potes ont accosté au ponton en hélant pour voir s'il y avait quelqu'un. Quelques secondes plus tard, un vieux diacre à moitié aveugle est sorti pour les accueillir. Quand ils ont expliqué qu'ils cherchaient un endroit où dormir, le diacre leur a répondu qu'ils étaient les bienvenus et qu'ils pouvaient passer quelques heures à dormir sur les bancs. Mon grand-père et ses amis l'ont remercié, ont attaché leur pirogue et sont entrés dans la petite église. 4 bancs éclairés à la bougie et une grande croix rustique à l'avant. Quand le diacre leur a demandé ce qu'ils faisaient dans les marais si tard, mon grand-père lui a raconté l'histoire de Petit John et leur espoir de le ramener vivant. Le diacre a dit qu'il prierait pour son retour sain et sauf. Mais quand mon grand-père mentionna le grand alligator blanc que Petit John prétendait avoir vu, l'expression du diacre s'est figée. Il dit à mon grand-père qu'il avait vu le vieux rougeoeil de près, lui aussi. Et non seulement il était réel, mais c'était le plus gros alligator qu'il avait jamais vu. Il raconta qu'il était sorti en pirogue pour prêcher la bonne parole avec des gens des marais, près de Catahoula. Sur le chemin du retour, il pagayait sur une étendue d'eau quand quelque chose d'énorme et de pâle est sorti des broussailles derrière lui et a glissé dans le marais. Il disait qu'une chose de cette taille ne pouvait pas se cacher. L'énorme éclaboussure quand elle est entrée dans l'eau l'a fait s'agripper au crucifix qu'il portait autour du cou. Il a pagayé comme un fou pour s'éloigner. Mais chaque fois qu'il regardait par-dessus son épaule, des bulles à la surface se rapprochaient.
Il connaissait assez le bayou pour savoir qu'un alligator l'avait pris en grippe, et que si la bête cassait sa pirogue en deux, il allait devoir nager comme un diable pour atteindre la terre ferme. Mais alors que la bête était sur le point de l'atteindre, il a commencé à réciter. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles. » Le diacre disait que dès que les mots « eau tranquille » étaient sortis de sa bouche, les bulles avaient cessé d'avancer. Il a continué à pagayer comme si sa vie en dépendait, mais le grand alligator blanc s'est immergé sous l'eau. La créature qui semblait décidée à le dévorer s'était arrêtée net. Mon grand-père disait que son pote, Louis Watson, a répondu au diacre qu'avec tout le respect qui lui était dû, il lui faudrait plus que des prières pour capturer un animal de cette taille. Et là encore, le diacre a blêmi. Il a baissé la voix et a dit à mon grand-père d'écouter attentivement, que le diable rôdait dans le bayou et qu'il l'avait vu de ses propres yeux. Il se déplaçait parmi les bêtes et les oiseaux comme parmi les hommes. Et il ne savait pas où se trouvait le vieux rouge-œil, ni ce qu'il était exactement. Mais il avait plus de chances de les entraîner tous en enfer que d'en extirper ce monstre. Ses paroles n'étaient pas hostiles, c'était un avertissement bienveillant. Un alligator de cette taille et de ce tempérament ne se laisserait pas attraper facilement, et mon grand-père mettait sa vie en danger rien qu'en traversant son territoire. Mais il n'avait pas pagayé aussi loin pour faire demi-tour et rentrer, pas alors qu'ils étaient si près du cœur des marais. Donc au lever du jour, quand il eut assez de lumière pour repartir, mon grand-père et ses amis sont remontés dans leur pirogue et se sont enfoncés plus loin dans le bayou. Mon grand-père disait qu'il était encore tôt. Il pagayait lentement, en mangeant du pain et de la mélasse au petit déjeuner, quand ils ont soudain entendu un bruit lointain qui leur a glacé le sang. Une minute plus tôt, il n'y avait que le bourdonnement sourd des grenouilles taureaux, des cigales et des grillons dans les broussailles. Et puis, de nulle part, un coup de feu. D'abord un seul, le genre de coup de gros calibre qu'on tire pour achever un alligator piégé. Mais ensuite, 4 ou 5 détonations plus petites, beaucoup plus frénétiques, comme si quelque chose ne se passait pas comme prévu. Mon grand-père disait que lui et ses potes pagayèrent comme des fous en direction des détonations. Très vite, ils ont commencé à voir de très gros alligators flotter dans l'eau autour de leur pirogue. Contrairement aux juvéniles et aux jeunes adultes des marais extérieurs, ces alligators adultes ne bougeaient pas pour les laisser passer. Plutôt que de risquer de les énerver en les heurtant avec la pirogue, mon grand-père et ses amis ont énormément ralenti, tout en restant bouche bée devant la taille de certains. Ils disaient qu'il y avait de vrais monstres là-dehors, du genre qui, en temps normal, les aurait fait cesser la chasse pour prendre la fuite. Mais ils ont continué à pagayer en essayant de ne pas les déranger tandis qu'ils s'enfonçaient dans le cœur du bayou. Mon grand-père disait qu'ils ont pagayé comme ça pendant environ 1 heure, de plus en plus nerveux, parce qu'ils entraient dans une zone de nidification. Des mères surprotectrices pouvaient leur causer de sérieux problèmes. Ils avançaient lentement, les yeux grands ouverts et la mâchoire fermée. Puis, à un moment, ils ont contourné un mur de cyprès chauve et ont vu quelque chose qui leur a retourné l'estomac. À travers une clairière morcelée sur la berge, ils pouvaient voir un campement jonché de restes ensanglantés de l'équipe de chasse de Gator de Prix. Mon grand-père disait que c'était l'une des visions les plus horribles qu'il ait jamais vues. Armes et matériel éparpillés partout. Une pirogue vide encore dans l'ombre. Des corps à moitié dévorés parmi les herbes hautes, pendant que les mouches bourdonnaient au-dessus du carnage. Des membres manquants, des corps éventrés, la botte d'un homme encore debout et lacé comme arraché sur place. Et c'était le genre de massacre qu'aucun couteau ni aucune arme à feu ne pouvait produire. Si c'était un alligator qui avait fait ça, il devait être anormalement gros et anormalement rapide pour sa taille. Mon grand-père disait qu'après avoir vu tous ces corps, lui et ses compagnons ont commencé à parler de faire demi-tour. Parce que s'ils allaient plus loin, ça risquait d'être leur corps, à moitié dévoré, que d'autres chasseurs horrifiés trouveraient plus tard. Gator de Prix et ses gars étaient bien plus expérimentés qu'eux, et voyageaient en plus grand nombre. S'ils n'avaient pas pu vaincre ceux qui les avaient attaqués, quelle chance avaient-ils ? Mon grand-père disait que, sur le chemin du retour, le poids de ces morts pesait sur eux. Ils se sentaient honteux et vaincus. Mais s'ils ne rentraient pas, eux, qui nourriraient leur famille ?
Witt pagayait à l'avant quand il a soudain montré du doigt un énorme alligator, facilement 3,60 m, qui se prélassait sur un îlot. Witt a dit qu'il pensait que c'était l'alligator qui avait tué Dupree et son équipe. Charlie était sceptique et a dit que n'importe quel alligator de cette taille ou plus grand aurait pu faire ça. Mon grand-père disait qu'il était sur le point d'acquiescer quand les eaux troubles devant l'alligator de 3 mètres ont soudain explosé. De nulle part, l'énorme alligator albinos de 6 mètres a surgi des profondeurs. Pâle comme la mort, ses yeux rougeâtres ont flambé quand sa mâchoire s'est refermée sur la tête de l'alligator qui se prélassait, dans un craquement écœurant. Le plus petit alligator s'est débattu sauvagement, fouettant de la queue et agitant ses membres atrophiés, mais il n'était pas de taille face à cette bête monstrueuse qui l'avait pris complètement par surprise. L'alligator albinos l'a traîné sous l'eau dans un tourbillon d'écume et de sang, puis a disparu sous la surface. Tout est redevenu calme. La mâchoire de Witt est tombée bien bas. Charlie s'est figé, la rame à mi-course. Mon grand-père disait qu'il était pareil, immobile comme une statue dans la pirogue qui tanguait, les yeux fixés sur les remous que la chose avait laissés. Il y eut quelques instants de silence stupéfait, la pirogue oscillant doucement pendant que les remous s'estompaient. Mais soudain, l'eau plus loin dans le chenal a commencé à bouillonner, et la seconde d'après, une énorme masse de vases et de peau pâle a fendu l'eau vers eux à une vitesse folle. Mon grand-père a pagayé comme un dératé. Witt a farfouillé le fusil de chasse en fonçant des cartouches dans la culasse, et mon grand-père disait qu'il s'est retourné juste au moment où la bête a surgi de l'eau trouble, l'eau ruisselant sur sa peau fantomatique, les dents prêtes à mordre. Alors que le vieux rouge-œil surgissait, la mâchoire ouverte comme une tombe béante, Witt a tiré 2 fois. L'explosion a résonné dans le marais, tandis que les plombs déchiraient le museau de l'albinos. Du sang rouge vif a strié ses écailles, mais les tirs n'ont fait que l'étourdir, et il a replongé avec un sifflement. Mon grand-père disait que la pirogue a fait une embardée quand la bête est retombée, et pendant un instant il a cru qu'ils étaient tirés d'affaire. Mais 1 ou 2 secondes plus tard, il a entendu le même bruit de remous derrière eux. Le vieux rouge-œil se préparait à charger de nouveau. Mon grand-père disait que ses bras brûlaient de douleur quand l'eau a explosé. Mais lui et Charlie ont pagayé comme des fous, s'encourageant mutuellement à pousser plus fort. Tandis qu'à l'arrière, Witt tenait le fusil de chasse d'une main tremblante et se mettait à prier à voix haute. « Le Seigneur est mon berger, je ne demande de rien. » Il rechargeait en criant. « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car il... » Mon grand-père disait que les derniers mots de Witt ont été noyés par une nouvelle explosion d'eau. La bête albinos a chargé, la mâchoire claquant à quelques centimètres du bord de la pirogue. Mais le timing de Witt était parfait, et son tir précis. Mon grand-père a entendu un rugissement assourdissant quand Witt a tiré 2 autres coups. Cette fois, les plombs ont déchiré la chair du vieux rouge-œil, faisant jaillir du sang sombre dans les culs. La bête s'est débattue, un beuglement guttural sortant de sa gueule, puis elle s'est affaissée, blessée et brisée, avant de s'enfoncer dans les profondeurs. Witt s'est précipité pour recharger le fusil pendant que mon grand-père et Charlie continuaient à pagayer. Mais à part le grincement de la pirogue, les éclaboussures des rames et leur respiration haletante, le bayou est vite redevenu silencieux. La pirogue a glissé à travers le marais, leur coup de rame lent et lourd, alors qu'ils atteignaient le chenal suivant qui les ramenait chez eux. Mon grand-père disait qu'il se souvenait de Witt, assis à l'avant, le fusil encore sur les genoux avec une expression d'épuisement et de culpabilité. Cette expression résumait l'ambiance. Pas de corps récupéré, pas de réponse à ramener chez eux, et ils avaient eu de la chance de s'en sortir vivants. Ce sentiment de défaite rendait le voyage de retour interminable. Ils parlaient peu, leur silence plus fort que les mots, redoutant la honte de rentrer bredouille auprès des familles qui espéraient un miracle. Le soleil se couchait quand ils ont atteint le ponton, près de l'endroit où se trouve aujourd'hui Rama. Mon grand-père et ses amis sont descendus, les jambes tremblantes. Ils ont laissé leur pirogue attachée et ont marché vers la ville. D'abord, il y a eu les retrouvailles avec parents, frères et sœurs, toute la famille se précipitant vers eux. La mère de Witt lui a sauté au cou sans se soucier qu'il puait la sueur et la pourriture des marais, pendant que la petite sœur de Charlie s'accrochait à sa jambe et que son père remerciait Dieu pour son retour sain et sauf.
Mon grand-père se souvenait aussi de sa mère lui disant combien elle était fière. Peu importait qu'il revienne bredouille. Ils avaient essayé, et c'était ce qui comptait. Ensuite est venue la mauvaise nouvelle, livrée en personne aux familles de Gâteurs de Prix et de Sega. La mère de Gaston s'est effondrée en hurlant quand mon grand-père a annoncé que son fils ne rentrerait pas, et elle aurait fait une mauvaise chute si ses deux sœurs ne l'avaient pas rattrapé. Pareil pour les familles de son équipe de chasse. Ils étaient partis pour sauver Petit John et épargner à sa famille l'agonie de sa perte. Mais dans un horrible retournement du destin, c'était eux, désormais, qui étaient condamnés au deuil. Pour mon grand-père, tout ça ressemblait à une vaste blague cosmique perverse et injuste, et il ne pouvait s'empêcher de se sentir comme un lâche dans l'histoire. Pourquoi lui survivait-il alors que tant d'autres n'avaient pas eu cette chance ? Comment pouvait-il vivre avec lui-même en sachant qu'il avait fui au premier signe de danger ? Il disait qu'il avait longtemps lutté contre ses pensées, jusqu'au jour des funérailles de Petit John, quand sa veuve éplorée lui a dit combien elle appréciait ses efforts pour récupérer le corps de son mari. Mon grand-père disait que ça l'avait aidé à laver la plus grande partie de sa culpabilité, mais pas entièrement. Et il a mis fin à ses années de chasse aux alligators après cette rencontre avec le vieux rouge-œil. Il a troqué le bayou contre un champ de maïs. Il a fini par attirer l'attention de cette fille badrue dont j'ai parlé plus tôt. Après une longue séquence de cours en bonne et due forme, ils se sont mariés sous les cyprès, au printemps 1941. Et malheureusement, la conscription l'a emmené en 1942 en Europe. Après avoir traversé la libération de la France et aidé à libérer des villages de Normandie jusqu'au Rhin, il est rentré chez lui et a fondé une famille. Des années plus tard, mon grand-père s'asseyait avec nous près du feu et nous racontait l'histoire détaillée de sa rencontre avec le vieux rouge-œil, d'une voix basse. Mais chaque fois, il nous jurait, à nous les enfants, qu'aucune bataille ne lui avait jamais glacé le sang comme le jour où lui et ses amis avaient croisé le regard cramoisi du monstrueux alligator albinos qui avait failli les entraîner tous en enfer. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un être fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie. Biou.